Ok, trop bien. Merci beaucoup, belle ambiance. Alors, sans plus tarder, on va voir commencer à lancer ce temps politique du 54e congrès de l'ANESTAPS à Nantes. Est-ce que vous êtes chaud? Très bien. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Clément. Je suis étudiant en master gouvernance du sport et développement territorial à l'Université de Bordeaux. Et je suis également chargé des affaires sportives et parasportives à l'ANESTAPS. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour un temps politique sur l'impact de la pratique sportive sur l'isolement social du public estudiantin. Vous avez vu, on vous a réparti dans la salle par association. Et on vous a essayé de vous répartir aussi par crous de rattachement. Crous, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Oui, parce qu'il y a moins d'un mois, vous étiez toutes et tous mobilisés pour les élections crous. Vous étiez toutes et tous mobilisés pour les élections crous et on vous remercie parce que grâce à votre mobilisation, on a pu avoir un maximum d'élus pour vous représenter nos idées, nos valeurs dans les crous de France et offrir aussi des meilleures conditions pour tous les étudiants qu'on représente. C'est pas par hasard qu'on vous a aussi placé comme ça, c'est parce qu'à la fin, on a prévu une petite nouveauté qu'on n'a jamais fait encore dans les temps politiques, c'est un groupe de travail, donc par association et par territoire, pour un peu se remémorer tout ce qui a été dit durant ces échanges, durant cette table ronde, et essayer de commencer à travailler directement ensemble, vous par association, et après directement en lien aussi avec vos élus crous que vous avez réussi à gagner en vous mobilisant, parce que nous, notre réseau de la NESTAPS, et plus largement celui de la FAGE, on n'attend pas les élections crous pour se mobiliser ou les élections étudiantes pour se mobiliser. On agit toute l'année grâce à vos projets, grâce à vos événements qui luttent contre l'isolement social, contre la précarité étudiante. Et donc dès aujourd'hui, on a envie de montrer qu'on peut lancer des projets tous ensemble et travailler avec les acteurs de la vie étudiante pour avancer. Donc en guise d'introduction, bon, j'ai pas passé le diapo, mais je reviens en arrière. Si vous voulez, on a prévu des temps de questions à la fin de chaque table ronde. Donc il y aura 2 tables rondes qui sont en réalité assez courtes, c'est 2 temps de 30 minutes. Et donc à la fin de ces petits temps, on a prévu des petites questions. Vous avez 5-10 minutes pour poser des questions. Et si vous n'osez pas poser des questions, et c'est OK, il y a un petit WooClap qui s'affiche juste ici. Vous pouvez noter le code, parce que le QR code, je ne sais pas s'il est tout le long du diapo. Mais n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Et je pense que les acteurs qui sont ici présents, qui seront sur les tables rondes, ils seront vraiment contents de répondre à vos questions. Et en guise d'introduction, on va pouvoir commencer tout de suite avec des petites vidéos qu'on a demandé à des fédérations de territoires d'enregistrer sur justement cette thématique de l'isolement social des étudiants et ce qu'ils mettaient en place, eux, sur leur territoire pour pallier à cette problématique. Donc c'est parti. Donc bonjour, je me présente, je suis Nelson Glodio, je suis étudiant en L1 d'histoire à Poitiers et je suis résident au sein d'une résidence Crous, du coup aussi à Poitiers. On a remarqué que chez de nombreux étudiants, dont moi justement, on a une certaine forme d'isolement social dû au fait que au sein des logements Crous, on ne peut pas inviter d'autres individus à venir par exemple dormir chez nous. Bonjour, je m'appelle Léandre, je suis l'actuel président d'Interassonante. Et sur la question de l'isolement social en résidence Crous, c'est un vrai sujet, c'est un vrai enjeu. On a pu avoir quelques témoignages de personnes qui nous disaient que vraiment leur logement Crous, c'est pas du tout un lieu de vie, mais c'est vraiment juste une zone dortoir où ils viennent, se couchent, puis dès le lendemain repartent sur les campus, parce qu'en fait, on n'a pas assez de vie qui sont sur nos résidences. Du coup, pour ce que nous, on va pouvoir mettre en place, conjointement avec notre réseau, déjà, nous, Interassonante, on va valoriser toutes les actions qui vont aller dans le lien du lien social que notre réseau va pouvoir mettre en place. Donc, que ce soit les soirées ou les temps qui vont permettre de faire cohésion au sein de la filière. Et nous, du coup, on va se saisir de l'aspect interfilière avec nos événements phares comme la quinzaine de la culture ou l'ambiance festival, ainsi que là, très prochainement, la semaine du bien-être, qui du coup vont permettre aux étudiants et aux étudiantes de se rencontrer en dehors de ces résidences Crous. Et puis, au-delà de ça, ça va être au niveau des conseils d'administration du Crous qu'on va pouvoir porter des positions, comme notamment avoir plus de logements Crous et surtout de pouvoir permettre d'avoir des logements qui vont être sur le format d'une colocation ou du moins d'augmenter les espaces de vie commune, type cuisine, zone de détente, et puis aussi de ramener en fait de l'animation au sein des résidences Crous plutôt que de devoir obliger ces étudiants et ces étudiantes à se déplacer ailleurs pour pouvoir faire cohésion, mais vraiment apporter la cohésion aux étudiants et aux étudiantes qui sont directement dans les résidences Crous. Hello à toutes et tous, je m'appelle Mathis, je suis en résidence Crous à Lyon.
et envie de parler un petit peu de la situation sociale. En vrai, c'est un peu comme dans n'importe quelle autre résidence, mais il y a quand même des choses qui sont faites par le Crous, en tout cas qui essayent de faire des trucs, mais en vrai ça marche pas très bien. Il y a genre peut-être 10% des gens qui sont vraiment au courant de ce qui c'est, et même les gens qui sont au courant, en général ils viennent pas parce que c'est sur les heures de cours, et parce que c'est des activités qui en plus ont peut-être 3 places par jour. Pour une résidence de 1500 personnes, c'est pas fou. Et en plus, il y a beaucoup d'étudiants en résidence Crous qui parlent pas français. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont internationaux. Il n'y a rien qui est fait pour eux. Hein. Toute l'administration est en français. Il n'y a aucun panneau traduit ou quoi que ce soit. Donc en vrai, il y a probablement des choses qui pourraient... Je m'appelle Lison, je suis première VP à GAELIS, la Fédération du territoire de Lyon et Bourg-en-Bresse. Et pour lutter contre l'isolement social, on met en place 2 fois par an le sort de Tapioule. C'est une semaine où nos associations proposent des activités à moindre coût pour tous les étudiants et étudiantes, que ce soit des activités sportives, culturelles, des blind tests, plein de choses pour que les étudiants et étudiantes se rencontrent. À la FEP, effectivement, c'est un constat qu'on partage, cet isolement social des personnes qui habitent en résidence Crous et des bénéficiaires de nos épiceries solidaires. Et donc nous, on a mis en place des événements qu'on appelle Agora en fête, qui nous permettent de créer de la convivialité sur des temps en début de soirée, milieu de soirée, et dans lesquels on va pouvoir avoir de l'activité manuelle, de la musique, des temps d'échange, et puis toujours un petit truc à grignoter. Voilà, donc là, on en a fait pour les fêtes de l'hiver, on en a fait pour Dry January, et on va essayer de pérenniser ces Agora en fête pour continuer de créer du lien social. Super. Mais on peut remercier déjà toutes les fédérations de territoire qui nous ont aidés pour ça. Et voilà, sur le territoire, c'est vraiment ces fédérations de territoire ainsi que vos associations qui peuvent régler ces problématiques. Là, le but de ces vidéos, c'est pas non plus de tirer sur une personne ou sur une institution qui est fautive ou non. Le but, c'est qu'on construise ensemble avec ces institutions pour faire en sorte que notre vie étudiante soit meilleure. Maintenant, pour enchaîner et continuer un petit peu à dresser ce constat et en lien aussi avec l'enquête logement qu'a sorti la FAGE la semaine dernière, on va pouvoir accueillir Louise Langlin, que je vais laisser se présenter. Eh ben, bonjour à toutes et à tous, enfin je vous ai déjà tous et toutes vus, mais en tout cas rebonjour sinon. Du coup, comme l'a dit Clément, moi c'est Louise Langlin, je suis première vice-présidente de la FAGE et je suis étudiante en kiné ici à Nantes. Et donc je vais pouvoir vous parler et en fait pour répondre à la question qui a été posée de la pratique sportive, quels impacts sur l'isolement social du public estudiantin. En fait, il s'est retrouvé que dans l'enquête qu'on a pu faire sur le logement étudiant, qui s'est voulu assez large sur leur habitat de manière générale, beaucoup de fois dans les témoignages sont revenus des témoignages sur l'isolement et sur à quel point le logement était un facteur important de qu'est-ce que je peux faire en fait en dehors de mes cours. Alors déjà de est-ce que je peux aller en cours ou non, mais aussi qu'est-ce que je peux faire en dehors de mes cours, est-ce que j'ai le temps, la possibilité, l'argent de faire des pratiques, que ce soit culturelles, sportives, physiques, etc. etc. Donc voilà, pour répondre à la question qui nous est posée aujourd'hui, on pense que la première étape, avant de savoir si la pratique sportive a un impact sur l'isolement social, etc., c'est en effet de pouvoir se permettre d'avoir une pratique sportive et d'avoir la possibilité du coup d'en faire. Donc on est parti au dernier trimestre de l'année 2025 du constat que le logement était comme vous le savez sûrement et comme vous le vivez toutes et tous, le premier poste de dépense d'un étudiant ou d'une étudiante, qui est aussi le lieu où l'étudiant passe la majeure partie de son temps. Et pourtant, c'est un sujet qui est assez peu traité de manière, sur le point de vue plutôt sociologique, on va dire, et social, de quel impact social justement a le logement étudiant sur leur qualité de vie et sur leur pratique. Voilà, donc partant de ce constat et du constat que le logement est vraiment un facteur majeur de la vie étudiante mais qui est assez peu traité, on a réalisé une enquête donc avec la FAGE que vous avez pour beaucoup d'entre vous diffusée, peut-être répondue j'espère, et diffusée autour de vous, une enquête qui a recueilli 5644 réponses d'étudiants et étudiantes qui ont répondu par un questionnaire donc auto-administré en ligne d'une durée moyenne de 5 minutes à peu près à répondre. Et donc là, on va vous détailler globalement alors les chiffres globaux, mais aussi et surtout les chiffres en lien avec l'isolement étudiant.
La première chose, c'est que l'enquête a révélé qu'un étudiant, une étudiante sur 3 était en situation de mal logement, sous-entendu par là, soit vivant avec des moisissures, des dégâts des eaux, des nuisibles, des composants dangereux au sein de son appartement ou en tout cas de son logement. Et donc ça, c'est forcément une charge mentale sur la vie des étudiants et c'est quelque chose qui est vraiment pas acceptable. Il faut rappeler que la plupart des étudiants ne sont pas du tout logés dans des résidences Crous. Ils doivent se loger, soit ils habitent encore chez leurs parents, soit ils doivent se loger en dehors et dans le parc privé. Et le fait de devoir se loger dans le parc privé, parce qu'on rappelle qu'il y a à peu près un logement pour 17 étudiants et étudiantes, donc ça fait un peu serré dans un logement. Donc pour pouvoir se loger, ils sont obligés d'aller dans un parc, dans le parc immobilier privé. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec ces chiffres que 52,19% des étudiants et étudiantes vivent avec moins de 200 € une fois qu'ils ont juste payé leur loyer, en dehors des charges, en dehors de tout ça. Bon, je vous apprends rien parce que ça, c'est ce que vous voyez tous les jours sur vos campus, c'est ce que vous vivez sûrement pour certains et certaines. Mais voilà, pour la majeure partie des étudiants, une fois payé le loyer, il devient difficile de finir le mois. Donc ça, c'est pour les résultats globaux de l'enquête. Et donc, on voit que l'impact financier du logement est énorme. Et évidemment, quand il y a un loyer qui coûte aussi cher, derrière, c'est compliqué d'avoir de l'argent pour investir, que ce soit juste pour pratiquer un petit peu ou pour pouvoir faire juste des activités en dehors des cours. On sait aussi que le logement pour un étudiant, étant donné que c'est là où il passe le plus clair de son temps, c'est aussi un lieu majeur de socialisation. C'est là où on invite des copains, on peut rencontrer du monde, profiter un peu de son temps libre avec des amis, etc. Pourtant, du fait du coût de la vie étudiante, du manque de logement Crous, etc., on a environ un étudiant sur 3 qui doit habiter encore chez ses parents et tuteurs et tutrices. Je ne sais pas si vous trouvez ça normal, mais en tout cas du côté de la FAGE, on ne trouve pas ça normal du tout, puisqu'un étudiant il est majeur, il devrait avoir le droit d'habiter tout seul s'il le souhaite et en autonomie, et malheureusement c'est pas le cas. Quand on demande aux étudiants qui habitent pas chez leurs parents, il y en a 26% qui nous disent qu'ils n'osent pas inviter d'amis chez elles et eux, qui ne sont pas à l'aise. Et en même temps, quand on voit qu'un étudiant sur 3 est mal logé, on comprend que des étudiants ne soient pas à l'aise d'inviter des gens chez eux. Et comme ça a été dit dans les témoignages juste avant, il y a même des étudiants qui, du fait des règlements intérieurs, des Crous, etc., n'ont pas le droit d'inviter du monde chez eux. Et quand on sait que son logement, c'est là où on invite ses amis, c'est là où on voit des copains, etc., et juste le fait de ne pas pouvoir faire ça, est-ce qu'on se sent vraiment chez soi? Aussi, un chiffre qui agit forcément sur l'isolement social, parce que ce qu'on a parlé avant, ça implique, si on ne peut pas inviter du monde chez soi, qu'on doit sortir, mais sortir, ça peut aussi coûter de l'argent, ça peut être compliqué. Et pour certaines personnes, notamment les personnes en situation de handicap, en fait, sortir, oui, mais il y a 75% quasiment, donc quasiment les 3/4 des logements étudiants qui ne sont pas adaptés aux personnes en situation de handicap. Donc c'est pas seulement histoire de dire il faut que les étudiants en situation de handicap soient logés dans des logements adaptés, c'est aussi de se dire que en fait, si les logements de leurs amis, de leurs proches, etc. ne sont pas adaptés, ils sont isolés, ils ne peuvent pas aller chez eux, ils ne peuvent pas se rendre où ils veulent, aller à la soirée où tous les copains vont, etc., etc. Et donc ça, c'est un chiffre qui est vraiment important à prendre en compte, surtout quand on sait que les lois sur l'adaptation des logements reculent de plus en plus. C'est un facteur d'isolement des étudiants et étudiantes en situation de handicap. Dans les derniers chiffres que je voulais vous présenter aujourd'hui et qui ont un impact sur l'isolement social des étudiants et étudiantes, il y a le temps de transport, évidemment. Sur l'enquête nationale, il y a 43% des étudiants et étudiantes qui doivent faire plus d'1 heure de trajet aller-retour entre leur logement et leur campus chaque jour. Donc quand on passe 1 heure dans les transports, c'est 1 heure de moins qu'on passe sur le terrain de foot ou qu'on passe à pratiquer ses activités culturelles ou quoi que ce soit. Et forcément, c'est quelque chose qui va empêcher les étudiants et étudiantes de pouvoir faire des pratiques quelles qu'elles soient, notamment des activités physiques et sportives du coup. Donc ça, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup. Et pourquoi les étudiants habitent loin ? Parce que ça coûte cher d'habiter près. Soit je dois encore habiter chez mes parents, soit juste habiter dans le centre là où il y a les campus, c'est trop cher et il n'y a pas de logement Crous qui veulent bien de moi à côté. Donc forcément on habite loin. Et donc quand on demande directement... ah oui non, et puis sur le temps de trajet aussi, on leur demandait, voilà, déjà 1 heure dans les transports, sympa, mais en plus de ça, c'est pas seulement qu'on y passe du temps, c'est que ça coûte cher, parce qu'en moyenne, on est à 80 € par mois d'argent qui est mis là-dedans. On se souvient, il y avait 52% qui avaient que 200 € pour vivre sur le mois. Si on avait 80 € de transport, la nourriture, tout ça, bon. Voilà. Et donc, c'est aussi un facteur de précarité, ce transport, qui fait que là, à l'approche des municipales aussi, c'est très important d'agir sur les transports des étudiants et étudiantes. Voilà.
Et donc, quand on leur demande directement, concrètement, la situation géographique de votre logement, est-ce qu'elle t'empêche de faire et on leur proposait plusieurs choses. Et donc, il y a 14%, donc un étudiant sur 6 quasiment, qui a répondu que ça les empêchait de voir des amis. Ça les empêchait régulièrement de pouvoir voir des proches. Et il y a un étudiant sur 10 qui a répondu que ça les empêchait de pratiquer des activités physiques et sportives directement, qui étaient trop loin de leur club ou quoi que ce soit. Ou même juste du SWAPS, parce que toujours les SWAPS sont proches des campus en général. Donc quand les étudiants doivent être logés à l'autre bout du monde, bon, c'est compliqué. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous avez des questions sur les chiffres? Est-ce que ça va? Trop bien. Bon, je dis ça avec le grand sourire, je suis désolée, je sais que c'est pas très fun, mais en même temps vous en êtes conscient et consciente puisque vous le vivez tous les jours. Donc voilà, ce que nous on voulait apporter pour pouvoir commencer à réfléchir à cette thématique très intéressante autour de comment la pratique sportive peut avoir un impact sur l'isolement social des étudiants et étudiantes. On voulait d'abord apporter ce point de vue du côté du logement, et je crois qu'on en reparlera dans une table ronde un peu plus tard, de dire que le logement c'est un facteur majeur qui va appuyer l'isolement social des étudiants et aussi la possibilité ou non de pouvoir réellement pratiquer. Donc, je m'étais même écrit une petite phrase de conclusion. Des conditions de logement dégradées riment avec des pratiques inadaptées et un bien-être étudiant malmené. Je suis un peu une poète. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, je suis disponible, n'hésitez pas. Merci beaucoup Louise pour cette petite introduction. Je pense qu'on peut la réapplaudir très fort, notre chère Louise Langlin. Bon, on est un peu en retard sur le timing, mais on va pouvoir enchaîner directement avec la première table ronde. Et je vais donc pouvoir inviter les invités à me rejoindre pour cette table ronde. Allez, on va pouvoir partir pour la première table ronde qui va donc aborder la thématique de la gouvernance aussi universitaire et l'impact que peut avoir une gouvernance universitaire sur la pratique sportive des étudiants et le développement de ces pratiques. Et donc on va voir qu'une gouvernance, si elle est consciente, une gouvernance universitaire, si elle est consciente des bienfaits de la pratique aussi, ça a un gros impact, mais on va voir par quels moyens ça passe. Et avant de commencer, je vais pouvoir laisser la parole à nos invités pour qu'ils se présentent rapidement. Bonjour à tous, Thomas Ducados, chargé de mission vie étudiante et vie de campus. Plus près là, comme ça va? Bon, très bien. Donc Thomas Ducados, chargé de mission vie étudiante et vie de campus à France Université, la conférence des établissements d'enseignement supérieur et de recherche publique. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Quentin Coitella, je suis vice-président étudiant d'Aix-Marseille Université et vice-président en charge des affaires publiques de la conférence des étudiants vice-présidents d'université, donc de tous les VPE de partout. Les VP étudiants, c'est des membres à part entière de la gouvernance de vos universités qui sont étudiants et qui sont là pour faire le lien avec vous. Eh ben allez, je me représente, du coup moi c'est Emma, avant tout étudiante au Master 1 PESAP à Montpellier et aussi présidente de l'ANESAPS pour réussir à représenter une voix étudiante sur cette table ronde. Très bien, merci beaucoup. Donc moi, je n'ai pas besoin de me représenter, je pense que vous me connaissez, mais du coup, Clément, chargé des affaires sportives et parasportives à l'ANESTAPS. Et donc pour commencer cette première table ronde sur l'impact d'une gouvernance universitaire consciente et impliquée dans le développement des pratiques, je vais pouvoir tout de suite interroger Thomas Ducados sur une première question. Donc est-ce qu'actuellement, c'est une volonté des présidents d'université de faire de l'activité physique et sportive un élément central de leur politique universitaire, et peut-être aussi nous partager du coup des moyens que vous mettez en place pour y parvenir, et s'il y en a aussi des freins pour mener à bien cette politique universitaire. Merci, très bonne question. Alors je vais être court, hein, je m'en veuillez pas, mais vous pourrez poser des questions, mais bon, je vais quand même, voilà, sinon on pourrait en parler des heures. Alors pour répondre très simplement à ta question, et ensuite je développerai, oui.
C'est un élément essentiel pour les présidentes et les présidents, et je vais vite vous dire pourquoi. Alors déjà, pour vous, en 2023, on avait demandé à un président d'université de rendre un rapport sur l'activité physique et sportive dans l'enseignement supérieur, qui a été donc écrit par le président de Panthéon-Assas, Stéphane Braconnier, et qui a fait un certain nombre de recommandations dans ce rapport, et la conférence les a toutes reprises à son compte, ce qui montrait déjà une volonté d'aller sur ces sujets. Et pourquoi est-ce qu'il faut aller sur ces sujets? Pourquoi c'est indispensable pour les établissements? Parce qu'en fait, l'activité physique et sportive à l'université, elle est au carrefour de beaucoup de composantes de ce qu'on appelle l'expérience étudiante. L'expérience étudiante, c'est grosso modo tout ce qui englobe votre parcours quand vous êtes étudiant, hein. Ce n'est pas que la vie académique, c'en est un élément, mais vous avez les conditions de vie, vous avez la vie de campus, voilà. Et l'activité physique et sportive, elle embrasse tous ces champs. Et notamment, pour une raison simple, enfin simple, non, c'est pas si simple que ça, mais pour une raison qui, moi, me paraît importante, c'est les rythmes universitaires, parce que pour qu'on puisse faire de l'activité physique et sportive, que ce soit une pratique libre, que ce soit en loisir, que ce soit dans le cadre de la formation, soit parce que, notamment pour les étudiants qui sont dans des filières hors STAPS, hein, j'entends, il y a évidemment des enjeux d'emploi du temps, d'aménagement des cours, etc. Donc ça, c'est un élément important. Et puis l'autre point aussi pour lequel l'activité physique et sportive compte, c'est que c'est un enjeu de santé publique. Et les universités sont des actrices de la santé publique. Nous avons d'ailleurs les services de santé étudiante depuis les années 80. Ce sont les universités qui les portent et qui continuent de les porter. Et donc, évidemment, là j'enfonce une porte ouverte en le disant, mais généralement, l'activité physique et sportive, elle aide pour beaucoup de choses, hein. Alors certes, pour le côté de la santé physique, mais aussi et surtout la santé mentale. Et bon, quand on voit les chiffres de la santé mentale des étudiantes et des étudiants, on est en droit de se dire que la pratique d'une activité pourrait aider à notamment gérer le stress qui peut être généré par les études ou les conditions de vie si elles sont parfois précaires. Donc voilà, donc tous ces éléments-là font que pour les présidentes et les présidents, cette question de l'APS, elle est une question fondamentale et elle doit être au cœur des stratégies de l'établissement. C'est pour ça d'ailleurs que généralement, lorsque vos équipes dans les universités, vos équipes politiques et vos élus élaborent ce qu'on appelle le schéma directeur de la vie étudiante, qui est grosso modo le document qui trace la politique de l'établissement pour plusieurs années, il y a dans ce schéma directeur un volet sur l'activité physique et sportive pour toutes les raisons que j'évoquais juste avant. Merci beaucoup Thomas pour cette réponse et le fait d'avoir souligné aussi tous les bienfaits qu'il peut y avoir avec la pratique d'activité physique à l'université, tant qu'ils soient physiques, mentaux ou juste pour le bien-être et même là, on peut citer la réussite étudiante. Donc le fait que les présidences d'université soient aussi conscientes des bienfaits de l'APS, mais aussi que ça constitue un levier pour impulser le développement des pratiques. Et du coup, cette impulsion, elle vient aussi des élus étudiants qu'il peut y avoir dans les conseils universitaires. Et je pense notamment aussi aux vice-présidents d'université. Et donc je me tourne vers toi, Quentin, qui est vice-président étudiant de l'université d'Aix-Marseille et qui est aussi vice-président des affaires publiques de la CVPU, donc conférence d'étudiants vice-présidents d'université. Donc toi, avec ta vision aussi de vice-président étudiant à Marseille, comment est-ce qu'elle est traitée la question du développement des pratiques et en quoi ton statut de vice-président étudiant permet de peser et d'encourager le développement de ces pratiques sportives à l'université? Merci beaucoup pour la question. Moi, je vais m'attarder un petit peu sur le début de la question, sur la partie gouvernance consciente et impliquée, parce la clé, à mon avis, elle est ici. Et je vous le dis, le rôle de vice-président étudiant, c'est de faire partie de la gouvernance des universités. La gouvernance des universités, c'est tout le volet politique. C'est là où on fait les choix des grandes orientations de l'université. Et quand on arrive dans le monde politique, on commence à arriver dans un monde où, quand on veut, on peut. Si on en fait une priorité politique, qu'on met des moyens derrière et qu'il y a un réel pilotage. Et c'est pour ça que c'est la partie importante, à mon avis, de la question.
Donc, une gouvernance consciente et impliquée, elle peut réussir à avoir un réel impact, quel que soit le domaine, notamment sur l'activité physique et sportive des étudiants et pour essayer de lutter contre l'isolement de ces étudiants. Et donc, il suffit, entre guillemets, d'en faire une priorité politique pour qu'il y ait des réels impacts et que ça avance. Maintenant, je vais essayer de partir un peu de l'exemple d'Aix-Marseille Université, parce qu'on a un truc un peu sympa sur la lutte contre l'isolement via l'activité physique sportive, et de vous donner un peu peut-être des billes de comment vous pouvez essayer d'aller vous aussi agir dans vos universités et interloquer vos vice-présidents étudiants et vos gouvernances. À AMU, pour les intimes, on a fait ce même constat. Les étudiants sont de plus en plus isolés, de plus en plus sédentaires. Ça implique une dégradation de la santé mentale des étudiants et de la population en général, mais aussi plein de soucis de santé. La sédentarité, ça peut même augmenter la chance de certains cancers, ça fait plein de troubles musculo-squelettiques. Et si j'ai bien fait mes devoirs dans les dernières études, on commence à voir que ça a même un impact sur le développement du microbiote intestinal. Donc, c'est important de faire bouger les gens, de s'attaquer aussi à la question des rythmes universitaires et de plus vous demander de rester assis 3 heures d'affilée dans un amphi sans aucune pause, sans aucun mouvement. Mais du coup, quand on fait ce constat-là, on se dit qu'il faut qu'on aille réussir à chercher des étudiants qui sont isolés socialement et éloignés de l'activité physique et sportive et culturelle, parce que les trois permettent quelque chose qui, à mon sens, est aussi très important, c'est de faire du collectif, de rencontrer des gens, d'échanger. Et donc on joint un peu tout ça dans un même projet où, du coup, pour essayer d'aller chercher les étudiants, il faut aller vers eux, il faut arrêter de croire qu'en faisant un truc bien, ils vont être attirés instinctivement. On fait sur tous les grands campus d'AMU, toutes les semaines, des stands de test ta forme, comme ils ont appelé ça, ou un petit test et un petit questionnaire de santé mentale et un test physique pour évaluer ta forme physique et mentale, et après, en fonction des résultats, te proposer les différents services de l'université qui peuvent t'aider à te sortir de la situation dans laquelle tu es si jamais il y a des problèmes. Mais du coup, on tombe très souvent sur des étudiants qui vont être éloignés ou très éloignés de l'activité sportive ou culturelle, qui peuvent être en situation de handicap ou avoir de vraies difficultés. Donc on a aussi mis en place avec le SUAPS des créneaux spécifiques, adaptés, en plus petits groupes, qui permettent d'accompagner les étudiants progressivement vers une meilleure santé et pour pouvoir peut-être réintégrer les groupes plus classiques du SUAPS ensuite, et de vraiment personnifier tout cet accompagnement. Donc on est toutes les semaines sur tous les campus, donc on commence là, le projet s'appelle MoveAMU et il a été lancé au début du semestre, à la rentrée en septembre, et on a déjà touché plusieurs centaines d'étudiants et de personnel, parce que c'est une action qui est ouverte à tout le public de l'université. Et donc ça, c'est l'idée, c'est une super idée. Cette idée, elle existe parce qu'à Aix-Marseille Université, on a une vice-présidente en charge du sport qui fait très bien son travail et qui était prête et à l'affût. Et là, j'entre petit à petit dans le rôle des élus étudiants, mon rôle et à quoi ça sert d'avoir un réel portage politique au sein des gouvernances. C'est que du fait qu'on ait une vice-présidence sport identifiée et compétente, toute la gouvernance est sensibilisée aux questions de l'activité physique et sportive, de la sédentarité et des enjeux de santé publique qu'il y a derrière. Et donc, à un moment, on s'est retrouvé qu'on avait des sous grâce à la fondation de l'université, et tout de suite, avec le vice-président responsabilité sociétale de l'établissement, on a pensé à ce projet MoveAMU qu'on savait dans les cartons et qui avait besoin d'un petit kick pour se lancer. Et donc, d'avoir cette vice-présidence, ça nous a permis d'être alerte et de pouvoir réagir dès qu'on a eu l'occasion. Ça a aussi permis de faire le lien avec les services de santé étudiante. Aujourd'hui, maintenant, les étudiants qui vont dans les SSE à AMU sont aussi redirigés vers ces créneaux spécifiques qu'on a mis en place au SUAPS
pour essayer de les sortir de l'isolement social. Et c'est là aussi qu'intervient le lien avec tous les autres acteurs. En fait, s'il n'y a pas de portage politique, c'est difficile de penser à aller voir le Crous, qui a aussi un rôle important à jouer dans le quotidien des étudiants. C'est difficile d'aller faire tout ça en lien avec les associations étudiantes, d'avoir leur soutien et leur relais pour essayer de faire connaître le projet. Et donc, c'est à mon avis la clé vraiment, et je vais assez insister dessus pour que vous l'ayez reçu, j'espère, c'est le portage politique. Et donc chez vous, dans toutes vos universités, il y a au moins un ou une vice-président étudiante. Il n'y a peut-être pas de VP sport, mais il y a peut-être un chargé de mission. Il y a certainement de plus en plus des vice-présidents en charge de la vie étudiante ou de la vie universitaire. Ces gens-là, vous pouvez les interpeller. Ils sont là pour votre bien-être. L'université, vous êtes tous, toutes et tous, les premiers usagers des universités. Et l'université s'occupe et doit s'occuper de plus en plus de votre expérience globalement, pas juste de vos formations. Donc vous pouvez les interpeller, il y a des ressources, je pense qu'Emma en parlera un peu après, et que à la Neustaps et sur l'internet connecté, vous allez pouvoir trouver tout un tas de choses pour que vos positions soient bien construites. Et après, vous êtes les étudiants, l'université est là pour vous, donc il faut que vous poussiez auprès de ces acteurs qui seront vos meilleurs relais dans les gouvernances. Merci beaucoup Quentin pour tout ça, et encore bravo pour aussi les travaux que vous menez à Aix-Marseille Université en faveur du développement de la pratique sportive. On le voit, c'est vraiment une université qui a tenu à mettre le sport au cœur de la pratique étudiante et au cœur de la vie étudiante, de par déjà son schéma directeur vie étudiante qui est très axé vers le sport, mais aussi par la nomination d'une vice-présidente en charge de la thématique. Et donc maintenant, on a eu la vision du coup de la présidence d'université, mais aussi des vice-présidents étudiants d'université, donc des élus. Et maintenant, on va voir un petit peu la position aussi qu'ont la Neustaps et aussi les associations. Donc comment aujourd'hui, en tant qu'association, je me tourne vers toi Emma, comment aujourd'hui en tant qu'association on peut conscientiser nous les gouvernances d'université et faire de leur politique sportive un élément central dans la vie de l'étudiant, et donc particulièrement quand on est une association étudiante à l'échelle locale. Très bien, et merci Clément. Je vois que ça s'endort un peu, mais vous inquiétez pas, je vais essayer d'être efficace et rapide. Et de toute façon, le plus important, c'est de se dire que là, je représente la Neustaps, mais en vrai, les retours, c'est grâce à vous qu'on les a, et que ce que je vais dire, c'est aussi grâce à vos retours et grâce à vos projets et vos actions. Mais pour répondre un peu à ta question, Clément, et pour aussi appuyer les propos qui ont pu être dits avant, je voulais quand même revenir sur quelque chose d'important. Là, ce qui est chouette au sein de la salle, c'est qu'on est à peu près 350 personnes qui êtes quand même assez conscientisés et qui comprenaient l'importance de la pratique et des bienfaits de l'activité physique et sportive. Malheureusement, vous le savez, mais au sein de l'université, il y a de multiples filières, et malheureusement, parfois, les étudiants d'autres filières n'ont pas aussi la connaissance des enjeux de l'activité physique et sportive, et on va revenir sur les freins, mais du coup c'est aussi le rôle des associations et des élus, et donc de vous, de pouvoir aussi aller vulgariser quel est le rôle et l'importance de la pratique de l'activité physique et sportive au sein de l'université, pour leur faire comprendre que sans cette pratique d'activité physique et sportive, ils rencontrent vraiment des risques pour leur santé, et bien plus encore. Du coup ça rencontre vraiment sur vous pour aller le relayer et leur faire comprendre l'importance de la pratique sportive. Mais du coup, petit point de contexte, je ne sais pas si vous le savez ou non, mais de toute façon, on pourra vous envoyer les ressources. En 2022, donc ça remonte quand même à un petit moment, l'ONAPS et la Neustaps avaient réalisé une enquête sur justement les freins liés à la pratique d'activité physique et sportive pour les étudiants au sein de l'université. Ces freins, c'était principalement le manque de temps, le manque de disponibilité des étudiants à leur cursus justement académique, parfois aussi le lieu de l'offre de la pratique, et aussi parfois le manque de connaissances de qui pouvait encadrer et avec qui ils allaient se retrouver au sein de leur pratique sportive. Ça, c'est des vrais freins qui étaient ressortis, mais aussi beaucoup se questionnaient sur à quoi sert le sport. Je pense que ces freins-là, si on refait une enquête actuellement et qu'on sonde les étudiants, à la fois STAPS mais aussi d'autres filières, on va les retrouver. Depuis 2022,
il n'y a pas eu vraiment d'efforts et vraiment de choses qui ont été mises en place pour améliorer justement l'accès à la pratique pour les étudiants et étudiantes des différentes filières. Alors que, souvenez-vous, quand même en 2024, il y a eu quelque chose qui s'appelait à peu près les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, et il y avait aussi toute la question de l'héritage. Malheureusement, l'héritage aujourd'hui, il n'est pas à la hauteur des besoins des étudiants. Et du coup, il y a des vrais enjeux. Est-ce que toutes et tous, on puisse s'attarder sur cette question-là? Et du coup, pour ça, il y a aussi une clé et il y a aussi une volonté des instances de travailler avec nous. Malheureusement, ces instances-là, elles peuvent le faire, mais avec l'appui de vous et de vos connaissances, on ira bien plus vite et bien plus loin. Il y avait une feuille, entre guillemets, une feuille de route interministérielle entre le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative et le ministère de l'Enseignement supérieur qui avait été faite en découlant de nombreux axes. Et celle-ci, elle est toujours d'actualité et je pense que c'est aussi votre rôle de pouvoir redynamiser cette feuille de route-là pour que justement la pratique à l'université soit accessible à tous et tous. Des solutions, vous les connaissez. C'est notamment, donc on l'a dit tout à l'heure, mais la place des élus au sein des conseils pour montrer et revendiquer nos problématiques et nos solutions aussi pour adapter au mieux la pratique. C'est aussi peut-être de se dire que à l'école, au collège, au lycée, on a des créneaux de PS qui sont directement mis au sein de nos emplois du temps, mais à l'université, c'est pas le cas. Et pourtant, le décrochage d'accès à la pratique, il est à l'université. Et du coup, il y a peut-être aussi une question à se poser de comment est-ce qu'on peut intégrer la question de la pratique encadrée au sein de l'université pour tous et tous, au sein de nos maquettes directement. Mais ça passe aussi par quelque chose de législatif. Et ça, on a besoin de vous pour le porter, pour que ce soit vraiment mis en place derrière. Donc, on compte sur vous aussi pour travailler là-dessus. Il y a aussi la question de la recherche. Vous savez aussi la force des universités, c'est la question du 3e cycle et de la recherche. Et du coup, comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur cette question-là pour faire en sorte qu'on ait des vrais rapports scientifiques et parfois aussi sociologiques sur quels sont les bienfaits de l'activité physique sur le parcours académique des étudiants. Parce qu'au-delà des aspects de cohésion, de santé, etc., qu'a l'activité physique et sportive, vous le savez, c'est un réel impact aussi sur votre parcours académique. Et du coup, ça, il n'y a pas que les SAPS qui doivent en bénéficier, mais les étudiants de manière générale. Il y a eu un très bon exemple qui a été cité par Quentin avant. À Aix-Marseille Université, il y a une personne, une vice-présidente étudiante qui travaille quotidiennement pour développer cette activité physique et sportive. Malheureusement, aujourd'hui, je pense que là, au sein de la salle, il y a très peu d'universités où il y a une personne qui est directement en charge de cette question-là. Et du coup, ça aussi, c'est une revendication qu'on doit porter au sein des conseils, qu'il y a une personne qui puisse traiter de cette thématique. Mais vous le savez, la question de la pratique d'activité physique et sportive, c'est très transversal. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu des schémas directeurs de la vie étudiante. C'est un gros document qui résume un petit peu tous les objectifs pour une année, 2 années, etc. Et cette question de l'activité physique et sportive, elle doit être traitée de manière très transversale avec toutes les autres thématiques. Donc avec l'appui d'une personne en charge vraiment de la pratique d'activité physique et sportive, ça sera bien plus simple de pouvoir l'intégrer de manière transversale. Et du coup, je finirai aussi pour dire que tout à l'heure, et vous l'avez vu d'ailleurs sur le village Sport et Jeunesse, il y avait les étudiants relais santé, ça vous dit quelque chose? Ouais, vous avez été les voir? Super. Et bien peut-être que dans 2 ans, il y aura peut-être aussi des étudiants relais pratique d'activité physique et sportive. En tout cas, on l'espère. Du coup, on compte sur vous aussi pour revendiquer ces choses-là. Mais du coup, je m'attarde pas trop, mais du coup, croyez en vous, essayez de faire remonter vos problématiques. Pensez que l'activité physique et sportive, c'est pour toutes et tous, et qu'on a un vrai moyen d'action avec les associations et les élus et vos projets pour y répondre. Et du coup, on compte vraiment sur vous pour se saisir de cette question-là. Très bien, merci beaucoup Emma. Est-ce que déjà on a des réactions dans la salle? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser à nos intervenants? Oui. Moi, je sais pas. Je suis pas convaincu quand même. Je m'appelle Evan Martinez, je fais partie du B2 STAPS Montpellier.
Et j'aimerais savoir, parce qu'au début, donc, on nous a présenté la vidéo avec les étudiants qui parlaient des logements insalubres, ainsi que le fait qu'on ne puisse pas inviter certaines personnes. Et vous nous parlez donc du sport qui réduirait aussi l'isolation de certains étudiants. Mais j'aimerais savoir du coup, vous, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Parce qu'on répond de l'isolation par le fait du sport, mais on ne répond pas toujours la question des logements. Donc qu'est-ce que vous en pensez des logements du Crous et qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour changer ça? Vous m'entendez ou pas là? Vous voyez à peu près? Ça va? Il me semble qu'il y a une table ronde après sur le logement et je pense qu'il y a une personne du Crous de Nantes qui doit, je pense, intervenir. Alors elle sera sans doute beaucoup plus à même que moi pour répondre aux questions du logement. Là, en l'occurrence, vous parlez des résidences étudiantes des Crous. Il faut quand même savoir que depuis des années, les résidences étudiantes des Crous sont quand même dans des plans extrêmement lourds de rénovation avec des investissements importants de la part là, de l'État sur ces sujets-là. Et c'est des plans qui sont menés depuis très longtemps et qui ne sont pas simples à mener vu le contexte budgétaire qui est celui du pays. Je ne vais pas vous le résumer. Donc voilà. Donc, même si effectivement il doit peut-être encore y avoir des endroits où il y a des difficultés, il y a quand même des énormes efforts qui sont faits par le réseau des œuvres en la matière, mais la personne qui interviendra après, je pense, en parlera mieux que moi sur ce sujet. Donc j'irai pas plus avant. Là, vous avez à la table plutôt au moins 2 représentants de réseaux d'universités. On n'a pas la compétence sur les logements et sur ce que fait le Crous. Par contre, on travaille toujours le plus en lien avec le Crous possible. Et on essaye, sur là où on a les compétences et les moyens d'action, d'agir contre l'isolement des étudiants. Et donc le sport est un levier, la pratique culturelle aussi. L'engagement associatif, d'une manière très générale, c'est un levier. Tout ce qui permet de faire collectif, d'attirer des gens en dehors de chez eux, que ce soit une soirée au bar, une soirée jeu, une clean walk, c'est des leviers et sur lesquels on est, je pense, 2 réseaux à promouvoir à fond ces initiatives. Allez, on peut faire une dernière question si jamais. Là-bas. Allez, parfait. Bonjour, du coup ma question c'est pour monsieur Akatela. Vous avez parlé d'un projet à Marseille où les étudiants, si j'ai bien compris, peuvent venir pour mesurer à peu près leur santé par des tests physiques et des questionnaires. Ma question c'est juste de savoir qui c'est qui faisait passer ces tests physiques et ces questionnaires. Est-ce que c'est des étudiants qui sont en APAS, en STAPS ou en fait qui c'est qui les fait passer tout simplement? C'est plusieurs personnes. Donc je vous parlais en effet du projet Mouvamu qui va faire des tests sur tous les campus. Il y a parmi ces gens des stagiaires étudiants en APAS, mais il y a aussi des personnels du SUAPS qui tiennent ces stands. On a vraiment fait essayé de faire appel le plus largement à la communauté sport qu'il y a à l'université. C'est un des points aussi importants et intéressants quand il y a un vrai pilotage du sport au niveau de l'université, parce qu'il y a aussi le lien avec la FFSU, le lien avec potentiellement une association sportive de l'université qui gère le côté compète, de coordonner tout ça, que tout le monde soit au courant du projet, que tout le monde puisse renvoyer vers. C'est un truc qui est très important et qui nécessite un pilotage. Et donc là, pour les gens qui concrètement le font, c'est en partie les stagiaires qui sont sur le projet Mouvamu, en partie la chef de projet qui est qui pilote le projet Mouvamu, qui est une ancienne de chez vous, et aussi un peu des personnels du SUAPS de l'université. Très bien, merci Quentin. Je suis désolé, on n'a plus le temps pour les questions, on a beaucoup de retard. J'ai vu qu'il y avait 2-3 questions sur WooClap et vous pourrez, je pense, venir les poser rapidement à la fin aux intervenants. Juste pour finir, du coup, je laisse si vous voulez dire un petit mot de fin, messieurs, madame. Non. Bon voilà, pas de mot de fin, mais vous pouvez venir leur demander si vous avez des questions. Ils restent en bas de l'amphi, ils seront là à la fin. Merci beaucoup.
Je pense qu'on peut remercier aussi très fort France Université et la CEVPU qui sont présentes, car comme je l'ai dit tout à l'heure, si on reste que entre nous, entre personnes qui sont déjà conscients et conscientes des enjeux de l'activité physique et sportive, on aura forcément des freins, et du coup sensibiliser d'autres parties prenantes qui n'ont aucune parfois appétence dans leur connaissance de base sur cette question-là, on ira bien plus loin avec eux, et du coup je pense qu'on peut les applaudir très fort pour leur présence. Allez, on va pouvoir enchaîner directement avec le second temps, la seconde table ronde qui, elle, va plus spécifiquement être ciblée sur le logement à l'université et l'impact réel de la pratique physique sur l'isolement social. Donc la question que tu peux avoir tout à l'heure, on va vraiment pouvoir y répondre lors de cette table ronde. Et donc j'invite les intervenants à me rejoindre sur la scène. Ok, très bien. Et ben si ça fonctionne, on va pouvoir commencer directement avec un petit tour de présentation et je vais laisser nos intervenants se présenter. Bonjour, Nathalie Boursier, je suis directrice générale du Crous Nantes Pays de la Loire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Charline, je suis chargée de la défense des droits à la NESTAPS et je suis élue aussi au CNESER. Je vous l'ai expliqué vite fait hier, mais c'est le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Très bien. Et ben, je vous rappelle avant de commencer que vous pouvez toujours poser vos questions sur le WooClap avec le code et le QR code qui sont disponibles. Et donc pour commencer directement sur cette deuxième table ronde qui va traiter du logement à l'université et de l'impact que peut avoir la pratique sportive sur l'isolement social et comme levier d'action, je vais me tourner dans un premier temps vers Nathalie. Vers Nathalie, directrice du Crous de Nantes. On voit que depuis plusieurs années, les Crous ils développent des espaces de pratique à proximité des résidences Crous. Et dans un contexte grandissant de sédentarité et d'isolement social des étudiants, comment est-ce que ces aménagements ils peuvent contribuer au bien-être social des résidents à Nantes, mais aussi sur les autres territoires de l'Université de Nantes et du Crous de Nantes? Est-ce que vous avez pu observer des évolutions des pratiques et des comportements des étudiants? Et si oui, quelles sont les actions que vous avez mis en place pour animer ces espaces et encourager les étudiants à se les approprier? Merci. Je vais peut-être, comme promis, donner quelques éléments par rapport à ce qu'on s'est dit avant, puisque il a été question de l'impossibilité dans les résidences Crous de pouvoir inviter des copains. Ce n'est plus le cas en fait, puisque le règlement intérieur des résidences et des cités a fait l'objet d'une évolution en concertation avec les représentants des étudiants au conseil d'administration du CNUS au niveau national. Et donc a été introduit l'année dernière la possibilité pour les étudiants logés en résidence Crous d'inviter temporairement un copain, copine à dormir, à passer quelques jours. Alors on n'est pas, évidemment, c'est sous contrôle, on essaie de le faire correctement et bien encadré, mais c'est une possibilité qui existe et c'est vrai que ça correspondait à une forte demande des étudiants qui n'étaient plus à l'internat. Voilà, ils nous disaient, mais nous on est dans un logement, on est adulte, donc voilà. Donc pour rassurer, ça existe. Donc s'il y a 3% encore d'étudiants qui ne peuvent pas accueillir quelqu'un, ils ne sont pas logés dans les résidences Crous en tout cas. Je continue sur les résidences Crous. Il a été question de colocation, une demande forte de colocation. Alors, il y a des logements qui sont prévus en colocation dans le parc immobilier des Crous. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Parce que les colocations, on ne peut pas, l'attribution des logements Crous se fait sur critères sociaux. Et donc, vous ne pouvez pas choisir avec qui vous êtes en colocation. C'est la difficulté. Voilà. Donc, la colocation existe, mais elle n'est pas choisie. Et donc, on ne peut pas dire qu'on remporte un franc succès avec ces appartements en colocation.
Il était question aussi de l'insalubrité, du manque de logement, de la précarité. Alors, peut-être redonner quelques éléments. Je confirme que les logements Crous sont des logements qui ne sont pas insalubres. Je le confirme, je le dis haut et fort. Nous n'avons pas le droit de laisser aux étudiants des logements insalubres. C'est impossible. Donc, il se peut qu'il y ait effectivement, comme dans tout immeuble, tout collectif, il y a des fois des insectes, des cafards, effectivement, des punaises de lit. Ils font l'objet de traitements, mais l'insalubrité ne concerne pas les logements du Crous, mais concerne le parc immobilier privé, bien évidemment. Il était question aussi de la précarité et le fait que voilà, le reste pour vivre des étudiants est compliqué et est assez réduit. Oui, c'est un vrai sujet, mais je souhaitais évoquer un élément qui me paraît très important et on va arriver à faire le lien avec la pratique sportive, c'est l'élément temps. Beaucoup d'enquêtes faites auprès d'étudiants montrent que le problème majeur de l'étudiant, c'est le temps. Il n'a pas le temps de manger, il n'a pas le temps de se soigner, il n'a pas le temps de faire du sport. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment travailler sur cette notion de temps. Et là, il faut la travailler collectivement. Le Crous peut faire tout ce qu'il peut pour faire des repas pour les étudiants, mais si l'étudiant n'a pas le temps matériel de prendre une demi-heure pour venir manger, ça ne sert à rien. Voilà. Donc la question du temps est systématiquement mise en avant dans les raisons pour lesquelles l'étudiant se trouve en difficulté. Et on arrive à la pratique sportive. Alors, le Crous, c'est à manger, des logements, mais c'est aussi l'animation et la vie étudiante. Et dans ce cadre, beaucoup de résidences sont effectivement équipées d'équipements sportifs. Des salles de sport qui sont très belles, mais qui sont à mon sens, sous-exploitées, sous-utilisées, et qui correspondent en fait à une pratique sportive individuelle, qui n'est peut-être pas ce qu'on recherche. On recherche peut-être, pour rompre l'isolement, une pratique sportive collective. Donc, je n'aurai qu'un mot. Venez apporter des projets d'animation dans les résidences, dans les cités universitaires. On a besoin d'étudiants STAPS qui peuvent nous monter des projets et des animations dans les résidences. Vous êtes les bienvenus et tous les Crous de France sont prêts à vous accueillir sur ces projets-là. Vous avez des leviers financiers, nous avons des leviers financiers qui nous permettent de le faire. La contribution étudiante, la contribution de la vie étudiante et de campus, la CEVEC, sont des crédits qui sont à disposition des établissements d'enseignement supérieur et des Crous et qui permettent de monter des projets. Et un projet avec un objectif sportif ou un objectif de rompre l'isolement avec une dominante sportive, il passe à tous les coups. Donc, saisissez-vous de ces crédits. Je le répète, les résidences et les cités sont prêtes pour faire vivre ces lieux qui, quelquefois, effectivement, il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, on est dans un dortoir, il n'y a pas de lieu de vie. S'il y a des lieux de vie, mais il faut les faire vivre. Voilà sur ce que je pouvais dire sur le Crous. Merci beaucoup Nathalie pour tous ces éléments et donc en rapport avec la mission d'animation du Crous et cette perspective d'animation du campus et de la promotion de l'activité physique et sportive à l'université. On sait que notamment les étudiants en STAPS, ils sont, comme tu l'as dit Nathalie, vecteurs de la dynamique sportive des campus et du coup, est-ce que, je pose cette question à Armel, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de mobiliser et de se servir de ces étudiants en STAPS
titulaire d'un DUG, d'une carte professionnelle, pour animer ces espaces de pratique disponibles dans les résidences Crous et proches des logements Crous, et qui seraient complémentaires à leur formation et qui leur permettraient aussi de s'exercer sur leur pair, donc d'étudiant à étudiant. À toi la parole, Armel. Oui, merci beaucoup. Merci pour la question précédente du Crous. Et j'ai noté, alors avec intérêt, mais comme un problème qu'il faut traiter, c'est ce problème du temps et d'étudiants qui peuvent dire je voudrais bien, mais je n'ai pas le temps de le faire, ou les créneaux qui me sont proposés ne correspondent pas aux créneaux pendant lesquels je suis libre. On sait aussi que dans les freins qu'il y a les équipements sportifs. Alors, c'est très intéressant d'élargir ce parc à non seulement effectivement le parc qui est stricto sensu sur l'université via les SQAPS, mais aussi les équipements qui sont disponibles au sein des résidences Crous et qui sont plus généralement gérés par le Crous. Et on peut élargir ça également, là aussi, vous parliez de parcs privés pour le logement, mais aussi aux parcs, je dirais, privés ou associatifs en dehors de l'université, mais à proximité de l'université. Là, je remercie la NESTAPS qui, dans les nombreuses missions qu'elle remplit, il y a aussi le fait d'être un centre de ressources sur les lieux de pratique sur le territoire autour de l'université. C'est-à-dire l'université stricto sensu, mais aussi à proximité. Quand on sait par exemple que les étudiants qui doivent quitter leur logement familial pour venir dans la métropole et peut-être se loger dans un Crous, quitte aussi le maillage dans lequel ils étaient habitués à faire leurs pratiques sportives, que ce soit dans un cadre fédéral. Et reconstruire ce maillage-là, c'est pas forcément simple. Et donc les associations locales sous l'égide de la NESTAPS travaillent aussi à avoir ce maillage-là qui permet d'avoir un panel de lieux de pratique, de types de pratiques qui va être le plus large possible. L'objectif étant bien que les étudiants et les étudiantes puissent pratiquer de l'activité sportive. Ça ne veut pas forcément dire que c'est le rôle uniquement de l'université de permettre cette activité, mais le rôle de l'université, ça peut être d'être un vecteur, un lieu de ressources, un guichet qui va permettre aussi d'orienter vers d'autres œuvres. Alors, sur la question plus spécifiquement du DUG, et je pense que là aussi, l'un des points soulignés par la directrice du Crous, c'était le fait que les équipements sont sous-utilisés. Alors, est-ce qu'ils sont sous-utilisés parce que justement, c'est ce que j'ai senti dans votre intervention, il pourrait y avoir finalement un manque d'animation et d'encadrement des activités dans ces lieux. Et oui, les étudiants en STAPS ont vocation à pouvoir aussi intervenir dans ces lieux-là, puisque l'objet même de leur formation, c'est d'être formé à l'encadrement sportif. La question plus spécifiquement encore qui m'est posée là sur le DUG. Alors, effectivement, cette carte pro du DUG, c'est une carte pro qui est très demandée. Si on regarde, c'est de très loin la carte professionnelle qui est la plus demandée. Alors, bien sûr, il y a un DUG STAPS et il y a toute une liste très longue de BPGEPS et il y a une carte pro par BPGEPS. Mais il n'empêche que cette carte pro est très demandée. Le fait qu'elle soit très demandée ne dit pas malgré tout comment est-ce qu'elle est utilisée et sur quelle durée elle est utilisée. Ce qu'on perçoit, c'est souvent cette carte pro, elle est utilisée pour un travail saisonnier entre la L2 et la L3. C'est-à-dire, on a un afflux de demandes en juin d'étudiants qui ont validé leur L2, qui nous demandent une attestation de réussite au diplôme du DUG pour pouvoir demander la carte pro, pour pouvoir, dans un travail saisonnier en juillet-août, intervenir avec les prérogatives de cette carte pro du DUG. Mais au cours de l'année universitaire de la L3, finalement, on a une visibilité assez faible sur l'usage qui est fait de cette carte pro. Or, voilà typiquement un exemple, l'animation et l'encadrement de séances sportives dans des salles type fitness, muscu du Crous pour mettre l'ensemble des étudiants
bien sûr, hein, l'objectif, c'est de s'adresser aux étudiants de l'ensemble des filières universitaires pour cette pratique sportive. Ça pourrait être aussi, bien évidemment, dans le développement des infrastructures sur les campus en lien avec les SUAPS. Alors même si évidemment hein, les réalités locales du fonctionnement, de l'articulation des fonctionnements des UFR STAPS et des SUAPS est très variable d'une université à l'autre, mais en tout cas, les UFR STAPS peuvent contribuer au développement de ces infrastructures et dès lors qu'il y a une infrastructure, eh bien, les étudiants de L3 titulaires de la carte pro du DUG pourraient être des acteurs très intéressants pour faire vivre ces lieux-là. Et encore une fois, quand je dis les faire vivre, c'est faire en sorte que le maximum d'étudiants puissent en bénéficier. Un autre type de structure, et là, probablement que le CROUS aussi peut être un acteur intéressant, un partenaire très intéressant, ce sont les maisons sport santé universitaires, qui, voilà, je te vois opiner, Charline, merci. C'est effectivement, par définition ou presque, l'objectif de ces maisons sport santé universitaires, c'est de faire du sport santé avec les étudiants de l'université et même les personnels de l'université. Là encore, ben voilà, le type de projet qui peuvent être construits par des étudiants en cours de formation, en STAPS, en lien avec ces maisons sport santé universitaires, pour développer la pratique sportive de l'ensemble des étudiants. Du point de vue de la C3D STAPS, notre objectif premier, c'est de vous former, vous étudiantes et étudiants en STAPS, à devenir des professionnels des métiers du sport. C'est en second lieu qu'on s'intéresse à cette problématique du sport santé des étudiants de toutes les filières. Mais là, il y a vraiment la possibilité de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que en vous permettant de valoriser les compétences du DUG pendant votre année de L3, à la fois, eh bien, on participe à votre formation parce que vous allez acquérir une expérience de terrain en tant qu'encadrant sportif, et tout en participant à cet objectif plus large du sport santé sur les campus universitaires. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire, en tout cas dans le temps qui m'était imparti, mais s'il y a un temps d'échange après, je veux bien répondre aux questions. Merci à vous. Très bien, merci beaucoup Armel pour tous ces éléments et n'oubliez pas aussi de prendre un petit peu des notes et de prendre tous ces petits éléments pour après pouvoir les restituer aussi dans les groupes de travaux qui vont avoir lieu et ça peut beaucoup, je pense, vous donner des idées. Pour terminer, au niveau de nos intervenants de cette table ronde, on va partir un peu plus sur aussi le parc privé des logements et on sait qu'il y a beaucoup de problématiques qui sont liées à ces étudiants qui logent dans le parc privé. Et donc je me tourne plus vers toi, Charline, à travers ton engagement aussi à l'ANESTAPS et en tant qu'élu au CNESER, donc Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Est-ce que vous avez pu identifier d'autres problématiques spécifiques à ces étudiants-là, qui sont logés dans le parc privé et des pistes de réflexion que vous pourriez proposer aussi pour mieux les accompagner et pas oublier aussi une grande partie des étudiants? Merci Clément pour cette question. Promis, je vais aller vite aussi. Du coup, on le voit via les chiffres, mais on le voit aussi en général. Il y a beaucoup d'étudiants et étudiantes qui ne sont pas forcément logés en résidence Crous et qui doivent se tourner vers le privé. Le privé, ça a une influence sur la précarité des étudiants et étudiantes. On sait que c'est forcément plus cher que des logements Crous. Après, sur l'isolement social et toutes ces questions-là, ça revient de manière assez similaire, puisque finalement, on a toujours le côté où, comme le logement est assez cher, on n'a pas l'argent ni le temps de faire d'autres choses à côté, notamment l'activité physique, puisque on est des fois obligé de choisir entre avoir un job alimentaire à côté de ses études ou faire de l'activité physique. Je pense que c'est important de rappeler aussi que quand la plupart
sortent du foyer familial et que quand on a un nouveau logement, bah, c'est un peu notre point de repère et que bah, si ce point de repère ne permet pas de, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, mais d'accueillir des personnes ou juste de pouvoir faire aussi d'autres choses à côté, bah, ça influence sur notre santé mentale, ça influence sur notre concentration en cours puisqu'on va pas se sentir forcément bien dans la vie de tous les jours. Enfin bref, le logement c'est hyper important pour bah, se sentir bien et avoir un point de repère quand on est étudiant et que bah, on arrive dans la nouvelle vie universitaire. Et du coup, par rapport pour faire un lien avec l'activité physique, le logement ça devrait jamais être un frein pour pratiquer de l'activité physique, puisque on l'a vu tout à l'heure et je le répète, mais l'activité physique ça a un lien sur la santé mentale, sur bah, ça a tellement de bienfaits, enfin la santé, bref, vous le savez. Côté émancipation aussi, enfin bref, il y a vraiment un énorme panel et donc je vais un peu bah, répéter ce qui a été dit et rebondir aussi sur ce que tu as dit Armel, mais le fait d'utiliser notre diplôme DUG, même si à la NESTAPS, c'est pas, enfin, on pense que on devrait pas avoir un job à côté de nos études. C'est quand même mieux d'avoir si on n'a pas le choix, un job qui nous permet d'apprendre dans le domaine dans lequel on étudie, de développer des compétences. Donc, via le DUG, si on se fait embaucher, par exemple, ça peut être une piste, mais par l'université pour justement développer les pratiques sportives, comme on a dit, pour animer la vie de campus, etc. Et ben, comme je l'ai dit, ça permet d'avoir des compétences. Aussi, c'est plus accessible pour les étudiants et étudiantes puisqu'on est vraiment de pair à pair, donc d'étudiants à étudiantes, parce que ça peut aussi des fois freiner les personnes sur les universités si c'est des enseignants ou enseignantes qui sont par exemple en cours, qui leur font à côté de ça des cours au SUAPS. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui peuvent rentrer en compte, même si encore une fois, on ne devrait pas avoir un job étudiant à côté de nos études. Je voulais rebondir aussi sur le fait, les maisons sport santé universitaires. Actuellement, il n'y en a que 4 en France, mais du coup, ça pourrait être aussi une piste de réflexion, notamment pour les étudiants et étudiantes qui sont en APAS et qui pourraient, par exemple, aider dans leur projet. Il n'y a plus de batterie, je crois. Bon, je continue. Donc les étudiants et étudiantes à PAS pourraient avoir un impact sur les maisons sport santé universitaires, pourraient pourquoi pas en créer et voilà, et ça permettrait justement d'avoir accès à des stages, d'avoir accès à une alternance et de encore une fois se professionnaliser, avoir une expérience professionnelle. Et en plus de ça, comme c'est sur les lieux où on étudie, et on n'a pas des frais forcément de déplacement. C'est plus simple aussi pour adapter son emploi du temps parce que on sait que avoir un job à côté ça prend du temps, donc on a besoin potentiellement des fois d'aménagement d'études. Enfin bref, tout ça c'est des questions qui sont finalement assez palliatives, mais qui en même temps pourraient permettre d'avoir une expérience à côté et qui est dans le domaine dans lequel on étudie. Et dernier point, promis après c'est fini, mais c'est hyper important et vous l'avez très bien dit, mais on a un manque de temps dans les universités. On fait souvent du 8h-18h ou alors on n'a pas le temps en fait pour la pratique physique et du coup c'est pour ça que ça serait hyper important d'aménager les emplois du temps et de faire en sorte qu'on ait des vraies pauses méridiennes, qu'on ait vraiment le temps de pouvoir pratiquer, et ça pour tout le monde, pas que pour les personnes dans le champ du sport et de l'animation, parce que on le sait, mais c'est utile pour tout le monde. Voilà, pas plus. Merci beaucoup Charline pour ces éléments de réponse. Filé, okay. Et je crois qu'on retrouve aussi Armel en visio. Alors pour Armel, du coup on en a terminé avec les temps de parole de chaque intervenant et on passe maintenant aux questions de la salle. Sur le WooClap, donc il y a une petite question. Alors, qui s'adressera, je pense, plus à Nathalie et Armel. Est-ce que si des étudiants font des interventions dans les CROUS pour des séances de sport, ils seront rémunérés et peuvent avoir le statut d'étudiants salariés ? Alors non, on est dans un fonctionnement complètement bénévole. Nous faisons effectivement, lorsqu'il n'y a pas d'autres solutions, nous faisons appel à des prestations
pour intervenir dans les résidences pour l'animation, mais le but il est vraiment pas là, hein. Le but est que les étudiants interviennent pour les étudiants. Les projets CEVEC que j'évoquais tout à l'heure sont vraiment construits par des étudiants pour les étudiants. La plupart des projets émanent d'associations comme la vôtre ou de BDE, donc c'est vraiment les étudiants pour les étudiants. Il n'y a pas de rémunération, mais il y a une implication, un investissement qui est important et qui peut aussi être valorisé dans les études de chacun. Et c'est du temps à consacrer, mais du temps très positif. Non, il n'y a pas de salaire. Oui, alors pour compléter sur une note peut-être un tout petit peu plus positive, même si c'est là je vais répondre en lieu et place des SUAPS, et je ne suis pas complètement légitime pour le faire, mais je sais que les SUAPS, peut-être d'ailleurs certains d'entre vous dans la salle le font déjà, intervenaient en tant que vacataires étudiants dans des enseignements du SUAPS. Et l'exemple typique, c'est vraiment les salles de musculation, où pour pratiquer, il est quand même préférable d'être, sinon dans une forme d'encadrement, en tout cas d'une forme de supervision. Et les SUAPS recherchent des étudiants et des étudiantes qui sont formés à cela. Et là, ils sont rémunérés sur un contrat étudiant. Maintenant, effectivement, dans la rémunération de ces activités dépend de l'organisme qui organise l'activité. Donc, pour le Crous, c'est évidemment pas à moi de répondre pour le Crous. Si c'est sous forme de bénévolat, faute de moyens, comme bien souvent malheureusement, c'est sous forme de bénévolat. Dans les maisons sport santé universitaires, là encore, tout dépend des financements divers que ces maisons sport santé universitaires peuvent recueillir, puisque ce type d'équipement en infrastructure est multipartenarial, fait intervenir évidemment l'université, mais aussi les collectivités territoriales, etc. Et je n'ai pas de réponse toute faite, puisque ça dépend à chaque fois de la configuration locale. Et comme le rappelait Charline, pour l'instant, il y a peu de maisons sport santé universitaires. On est dans une phase de développement de ce type d'infrastructure. Et une maison sport santé universitaire, c'est pas seulement, et c'est même pas seulement des locaux. Les locaux, c'est qu'une toute petite partie du montage de ce type de projet. C'est en réalité, qu'est-ce qu'on y fait, quels sont les acteurs autour de la table, et c'est dans un deuxième temps que se pose la question de dans quelle mesure ces acteurs-là sont en capacité de financer l'intervention des étudiants qui animent et qui encadrent ces séances. Et voilà, je me suis repris sur animer par encadrer, parce qu'effectivement, les prérogatives du DUG, c'est bien de l'encadrement. C'est pas de l'animation. Enfin, ça inclut l'animation et ça va jusqu'à l'encadrement. On va prendre encore une ou deux questions très rapides parce qu'on va devoir libérer aussi les intervenants avec le retard qu'on a. Bonjour, Adrien pour l'association Staff Toulousain. Du coup, question plutôt pour Madame Boursier. On a beaucoup parlé du manque de temps des étudiants. Aujourd'hui, nous à Toulouse, on a la chance d'avoir 2 heures tous les midis pour manger en général. Seulement, ce temps, on le passe la plupart du temps dans la queue parce que les crous sont pleins, que ce soit les restaurants universitaires ou les cafétérias. Et du coup, c'est du temps qu'on pourrait peut-être passer à pratiquer des activités physiques et sportives, mais on doit les passer à attendre pour pouvoir manger. Est-ce que vous avez des pistes d'amélioration, des moyens de parer ça? Merci beaucoup.
il y a la queue au Crous parce que vous arrivez tous en même temps, au même moment. Et le fait est que les Crous sont ouverts, les restaurants universitaires sont ouverts de 11h à 14h. Et que 80% des étudiants se présentent à midi. Voilà. C'est juste un... Donc, quand vous avez 2 heures de pause, décalez votre arrivée par rapport aux autres. C'est tout à fait possible. Alors, je pense que des expériences ont été faites sur Rennes, notamment, je ne sais pas s'il y a des gens de Rennes, avec les 2 heures de pause méridienne. Ça n'a absolument pas amélioré ou diminuer les files d'attente au Crous parce que vous venez ensemble, vous venez en même temps, c'est assez logique et on ne peut pas matériellement faire manger 1500 personnes en un quart d'heure. Ça n'est pas possible. C'est absolument pas possible. On fait tout ce qu'on peut pour fluidifier, pour améliorer et diminuer les files d'attente, mais on ne peut pas, personne, aucune structure n'est en capacité de faire manger 1500 personnes en moins d'une demi-heure. Voilà. Donc, élargissez, étalez vos heures d'arrivée. Merci beaucoup. Après, je rappelle qu'on est quand même sur la thématique de la table ronde porte plus sur la mission du logement. Et oui. Mais voilà, si on peut avoir peut-être une dernière question en rapport aussi avec la thématique de la table ronde et le logement et l'isolement social. On va me faire. Alors moi c'est Lilia Benabi du coup du BDE STAPS Montpellier. J'avais aussi une question, pour vous Madame Boursier. Vous avez parlé un petit peu des logements du coup en tout début. Vous avez parlé notamment du fait qu'ils n'étaient pas insalubres, tout ça. Est-ce que vous parliez seulement de votre Crous Pays de la Loire ou du national globalement? Oui ou non? Oui. Un peu des deux, ok. Juste, c'était pour dire que la FAGE, du coup, comme elle nous l'a présenté Louise au tout début, a fait une enquête qui était très sérieuse, très longue, a pris du temps par rapport à ça pour avoir un réel ressenti des étudiants. Les étudiants derrière ont pris du temps pour y répondre. Moi-même, j'y ai répondu, ça m'a pris du temps, je me suis beaucoup questionné et on a tous donné nos ressentis dans le but que les choses changent, pardon. Donc c'est juste pour rappeler peut-être que la FAGE, en tant que co-RE, est très proche des étudiants et plus à même de les comprendre et de comprendre leurs besoins et leurs ressentis. Et que derrière, peut-être du coup, ça peut être pertinent de travailler avec ces outils-là et avec ces ressentis-là, main dans la main, avec vous, avec les Crous, pour améliorer justement ces conditions-là. Parce que peut-être qu'on se doute que de plus haut, ça peut être compliqué à voir les réelles conditions qu'il y a plus bas. Mais du coup, je pense que si les étudiants le disent, c'est que c'est un réel ressenti et que ça mérite d'être pris en compte. Je vais répondre pour dire. D'une part, je vais parler là pour le Crous de Nantes, Pays de la Loire. Je connais parfaitement l'état des logements et je peux vous dire que les logements ne sont pas insalubres. Ça, je le sais. Et je sais ce qui se passe en bas, comme vous dites, parce que je suis en visite dans les résidences et dans les cités très souvent. Deuxième chose, l'enquête de la FAGE est extrêmement sérieuse, je n'en doute pas, mais elle concerne tous les logements, y compris les logements du secteur privé. Les chiffres, je les ai regardés avec beaucoup d'attention, concernent le secteur privé locatif privé, donc qui ne dépendent pas du Crous. Donc, je le répète, vous n'avez pas interrogé que des étudiants logés au Crous. On est d'accord sur le... Voilà, donc il y en a beaucoup qui ne sont pas logés au Crous, qui sont logés dans des logements privés, qui là, effectivement, je ne peux pas en répondre, et voilà. Et ensuite... heureusement, effectivement, que nous avons les étudiants. Moi, si je suis au Crous, c'est pour travailler avec les étudiants. Crous de Nantes, Pays de la Loire. Au-delà du conseil d'administration, il y a des commissions
commission restauration, commission hébergement. Nous travaillons avec les étudiants présents à ces commissions, hein, ceux qui sont élus au conseil d'administration. Ils viennent en plus à ces commissions pour faire avancer les choses. Et nous avons notamment fait avec ces étudiants un schéma directeur, pas de la vie étudiante, mais de la transition écologique, qui parle beaucoup de logement et qui parle beaucoup de logement et de restauration, parce que la transition écologique, je pense que c'est une forte préoccupation, et on a fait énormément pour la réhabilitation des logements, pour qu'ils soient corrects et pour qu'ils consomment moins et qu'ils soient plus confortables pour les étudiants. Donc voilà, je voulais juste vous répondre là-dessus. Je vous remercie de votre écoute. Très bien, merci beaucoup. Et juste, je rappelle une dernière fois que la thématique de la table ronde précise, ça concerne surtout l'activité physique et sportive et l'impact que ça peut avoir sur cet isolement social du logement. Donc bien prendre en compte et aussi prendre en compte que justement on parle d'activité physique et sportive, et ce qui n'est pas forcément aussi ressorti dans vos questions. Et je vais peut-être laisser aussi un petit mot de la fin si nos intervenants veulent dire un petit mot à la fin, peut-être Armel ou Nathalie. Parfait. Armel, si tu as un petit mot de fin. Oui. Non, mais juste un petit mot de la fin. Et je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps encore, parce que je sais que vous essayez de rattraper le temps. Très sincèrement, remercier la NESTAPS. On travaille vraiment en partenariat assez étroit. Et voilà, je reprendrai pour conclure cet exemple dont j'ai parlé dans mon intervention tout à l'heure. Mais le fait que la NESTAPS, c'est aussi, la NESTAPS est plutôt le réseau des associations locales. En fait, toutes ces associations STAPS dans les composantes STAPS, ce centre de ressources pour orienter les étudiants, en particulier les étudiants de L1 qui arrivent et qui découvrent un nouvel environnement, un nouveau logement, etc. Eh bien, quelles sont les offres de pratiques sportives sur le territoire? Les offres de pratiques au sein de l'université, les offres de pratiques à proximité de l'université, et faire en sorte que, en premier lieu déjà, les étudiants de L1 STAPS puissent continuer à avoir une pratique sportive en dehors de la pratique sportive qu'elles font dans leur cursus. Donc, voilà, pour conclure, vraiment, un merci très sincère à la NESTAPS et à l'ensemble des associations pour être des relais et des points d'information et d'appui très importants pour les étudiants qui arrivent dans les cursus. Merci à vous. Eh bien, je pense qu'encore une fois, on peut encore applaudir et remercier nos intervenants sur les tables rondes. Ok, très bien. Maintenant, on est arrivé à la fin de ces 2 temps de table ronde. Donc, comme je vous ai dit au début, on va faire un dernier temps, maintenant plus de groupes de travail. Donc, c'est pour ça que vous avez été regroupés par association, où vous allez pouvoir émettre des pistes de réflexion, des solutions que vous, en tant qu'association, même peut-être en tant qu'élu, s'il y en a dans vos associations, comment vous pouvez agir grâce à votre formation STAPS, grâce à toutes les appétences que vous avez pour l'activité physique et sportive, pour justement mettre en place des projets, des événements, faire changer les choses dans vos universités, pour lutter contre cet isolement social via la pratique des activités physiques et sportives. Oui. Bonne fin de journée, si vous m'entendez encore. Merci Armel. Et à bientôt. Très bien. Eh bien, on me dit qu'on coupe du coup le live en direct. Donc merci à toutes les personnes aussi qui étaient en direct sur le live sur LinkedIn. Et maintenant, place au groupe de travaux. Ok, trop bien. Bon, déjà, dans un premier temps, on voulait vous remercier pour votre attention durant le temps politique et aussi l'énergie que vous avez mis. À la fin, je sais que c'était un peu compliqué, on est en fin de journée. C'est 2 heures qui ont été aussi longues. Mais c'est une nouvelle forme qu'on a tenté sur ce temps politique de mettre
et d'inclure des groupes de travaux à la fin pour essayer de faire ressortir aussi des choses que peut-être vous avez entendues, ça vous a fait penser, et vraiment avoir des pistes de réflexion et des solutions concrètes après qu'on peut apporter pour les étudiants et améliorer leur quotidien. On a choisi ce thème-là aussi de la pratique, de l'impact de la pratique de l'activité physique et sportive à l'université sur l'isolement social étudiant, parce que aujourd'hui, étudier à l'université, c'est de plus en plus compliqué. Je ne vais pas vous refaire tout le topo, on le connaît tous déjà, mais socialement, mentalement, financièrement, étudier comme ça à l'université aujourd'hui, ben, c'est juste pas normal. Et je pense que vous, comme moi, on a tous envie d'avoir des conditions décentes pour étudier. Et ça se passe par des moments comme ça aussi où on sensibilise et on essaie de vraiment réfléchir tous ensemble à qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour tous ensemble améliorer les conditions de vie des étudiants. À la NESAPS, nous, on est certains, et je pense que vous aussi, que la pratique d'activité physique et sportive, et en plus quand elle est encadrée, c'est source que de bienfaits. De bienfaits, mais aussi de réussite dans votre... Je reprends. C'est source de bienfaits physiques sur le physique, sur la santé, mais aussi de réussite académique, d'épanouissement dans sa vie personnelle, mais dans sa vie aussi d'étudiant. Et vous qui êtes étudiant et jeune dans le champ du sport et de l'animation, et moi je pense que on est tous convaincus que c'est nécessaire cette pratique d'activité physique et sportive, mais nécessaire aussi que les autres soient conscients de ça et que tout le monde puisse avoir accès à la pratique, parce qu'on sait qu'aujourd'hui ceux qui vous pratiquez, moi je pratique, mais les étudiants les plus éloignés de la pratique, c'est ceux qui sont dans d'autres filières, qui n'ont pas les moyens, qui sont en situation d'isolement social, qui parfois aussi, on a pu en parler beaucoup, mais sont résidents dans les logements Crous. Et donc tout l'intérêt aussi, c'était de pouvoir moins axer sur le logement, mais vraiment sur ce truc-là d'isolement social de l'étudiant. Et on est certain que la pratique d'activité physique et sportive, c'est une des clés réelles pour pallier cet isolement social. Parce que vous, aujourd'hui, en tant qu'association, sur vos territoires et dans votre ville, c'est vous qui avez vraiment la clé et c'est vous qui, tous les jours, mettez en place des projets, des événements pour pallier cet isolement social et vraiment faire en sorte que vos étudiants se sentent bien, ça vous fait kiffer et aussi ça les fait kiffer. Donc vraiment, n'arrêtez jamais de faire tous ces projets que vous mettez en place tous les jours, que ce soit événements sportifs, que ce soit même une soirée. Enfin, les gens, ça les fait sortir de chez eux et ça permet de faire qu'ils se sentent beaucoup mieux. C'est grâce à vous que l'université elle est plus active. C'est vous, les STAPS en conseil, qui allez défendre toutes ces propositions-là et la place de l'activité physique et sportive à l'université. Vous faites en sorte que toute l'université se bouge. Mais c'est aussi, deux fois aussi, tous les étudiants STAPS qui malheureusement ne peuvent pas s'engager parce qu'on a plein d'autres problématiques, que ce soit le temps ou le salariat, on les connaît, mais tous les étudiants STAPS qui, au cours de leur stage, au cours de leurs cours, qui donnent sur différents publics, promeuvent aussi cette activité physique et sportive. Donc je vais pas être beaucoup plus long parce qu'on a déjà pas mal de retard, mais retenez bien, c'est que l'activité physique et sportive, c'est facile à mettre en place, vous savez le faire, donc continuez et proposez des événements et des projets qui sont en lien avec l'activité physique et sportive et qui vont, vous le savez peut-être pas encore, mais vraiment lutter contre l'isolement social et vous allez sauver des vies, vous allez sauver des étudiants et faire en sorte que le monde aille mieux et construire aussi une société de demain, une société active. Bravo.